Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur Kubernetes, donc dans le cadre de notre événement Curious IT. Donc cette conférence va se porter sur l'introduction à l'orchestration de containers. Plus particulièrement, ça va être une présentation de l'architecture globale de ce qu'est un système Kubernetes. Il est important d'avoir les bases au niveau des systèmes de containerisation tels que Docker. C'est pour ça que je vous invite à aller voir la conférence de Laurent Vasseur qui porte sur ce thème, que vous pourrez retrouver donc, en vidéo sur la même chaîne. Alors je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Julien Koska. Je suis actuellement étudiant en 5e année au CESI en école d'ingénieur informatique en spécialité système et réseau. Dans le cadre de cette formation, j'ai été amené à passer donc, 3 certifications au niveau associate chez AWS. Alors en guise de sommaire, pour vous présenter un peu donc, Kubernetes, on va d'abord commencer par une introduction où je vais vous rappeler la notion de containerisation et notamment je vais faire le parallèle avec des machines virtuelles car les fonctionnements sont un peu similaires. Je vais ensuite vous présenter le principe d'orchestration de containers et je finirai avec une petite présentation de Kubernetes. Ensuite, je vous présenterai l'architecture, donc les composantes principales d'une architecture, un cluster, un node, on en parlera un peu plus tard. Je vous parlerai ensuite donc, des objets. Donc, les objets sont les composants qui nous permettent donc, de manipuler notre environnement dans Kubernetes. On verra ça plus en détail. Et je terminerai par une conclusion. Alors pour commencer, donc, la containerisation, ce ne sera qu'un petit rappel. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir la vidéo de Laurent Vasseur pour vous introduire mieux à ce sujet. Donc pour commencer, la containerisation, on fait souvent le parallèle avec donc, une machine virtuelle. Le principe va être donc d'isoler un environnement afin d'y faire tourner à l'intérieur une application avec toutes ses dépendances. Donc dans une machine virtuelle, comment ça se passe? Il y a un hyperviseur qui va donc virtualiser des composants physiques, donc tels que de la RAM, du CPU, du stockage, afin à l'intérieur d'y faire tourner un système d'exploitation qui lui-même fera tourner notre application. Donc dans un container, c'est un peu différent, on ne va pas avoir ce système d'hyperviseur, simplement un daemon, donc le Docker Engine, qui va nous permettre d'interagir avec nos containers, de les faire tourner, les stopper et les manipuler. C'est donc via ce Docker Engine qu'on va pouvoir faire tourner nos environnements isolés, qui seront des containers et qui seront isolés les uns des autres. C'est-à-dire isolés, j'entends par là que ces containers ne pourront pas communiquer avec le système hôte, ni entre eux, à moins que je leur permette de le faire. Également, la différence, donc je vous l'ai dit, dans les machines virtuelles, on va virtualiser les composants. Dans un container, celui-ci va partager les ressources du système hôte. L'orchestration de containers. Donc, qu'est-ce que orchestrer des containers? Tout simplement, c'est avoir plusieurs containers qu'on va vouloir manipuler et manager dans le temps de la manière la plus simple possible. Donc, ça permet de gérer des environnements multi-containers. Il faut savoir qu'un container, principalement, en guise de best practice, ne doit faire tourner qu'une seule application et les dépendances associées. Donc on va parler plutôt de microservices, c'est-à-dire un container qui va faire tourner une application, un petit service, un petit service dont j'ai besoin. Donc on va parler de réseau de microservices, car toutes ces petites composantes vont devoir communiquer entre eux via un réseau qui sera créé donc, dans notre environnement Kubernetes. Également, l'orchestration de containers nous permet de faire de la mise à l'échelle. C'est-à-dire que, par exemple, je vais faire tourner une application web donc dans mon environnement. Mon utilisateur va vouloir accéder à cette application lors d'une forte charge. Eh bien, mon environnement pourra déployer un second container avec la même application et répartir la charge sur ces deux containers afin que le système soit fluide et qu'il n'y ait pas de problème de performance. Également, donc de haute disponibilité, c'est-à-dire que si j'ai un container qui tourne, mon système va gérer automatiquement le fait de relancer celui-ci ou alors d'en lancer un nouveau pour que le système soit en ligne le plus longtemps possible. Actuellement, donc, il existe quelques principaux orchestrateurs en solution hébergée, que l'on doit héberger nous-mêmes. Donc, vous allez retrouver Kubernetes, que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous avez Docker Swarm ou encore Nomad de chez HashiCorp. J'ai également mis les 3 principaux providers cloud du moment, donc Azure, Amazon Web Services et Google Cloud Platform, qui proposent leur propre solution auto-hébergée de systèmes d'orchestration de containers. Donc, notamment, on parle plutôt de Kubernetes. Vous avez par exemple chez Amazon le service EKS qui reprend donc, les principes de Kubernetes, sans qu'on ait à manager et à installer notre propre serveur. C'est eux qui proposent leur service et on n'a plus qu'à déployer nos containers à l'intérieur. Kubernetes, donc ça a été conçu par Google en 2014 environ. Il n'a pas été publié sur le marché avant 2015, donc pour sa version 1.0, avec les premières fonctionnalités qui étaient de pouvoir manager plusieurs containers à la fois pour les déployer simplement.
Après, il y a eu des améliorations avec différentes fonctionnalités qui ont été ajoutées. Je vous les présenterai un peu plus tard. Cette solution a été offerte à la Google Cloud Native Foundation ensuite. Donc Kubernetes, ça permet de déployer, de maintenir et de mettre à l'échelle des applications containerisées. Il est écrit en Go. Et pour la petite histoire, Kubernetes signifie en grec timonier. Donc timonier, ça va être le navigateur, celui qui donne la direction du bateau. Donc dans notre cas, c'est celui qui va donner la direction que doivent prendre nos containers pour arriver au but que l'on souhaite atteindre. Aujourd'hui, donc je me suis renseigné un peu sur internet, j'ai pas les sources, mais en gros, il y a environ 70% des entreprises qui souhaitent utiliser ou qui utilisent des architectures containerisées qui utilisent Kubernetes. Donc c'est lui qui domine actuellement le marché. Alors, on va parler maintenant un peu de l'architecture. Donc l'architecture globale, elle est composée de nodes. Donc qu'est-ce qu'un node? Ça va être une machine physique ou virtuelle qui va proposer ses ressources, donc CPU, RAM, espace de stockage, au sein d'un système. Donc chaque node, voilà, peut composer notre environnement Kubernetes. Pardon. Et c'est là que je viens introduire le mot de cluster qui va lui être l'ensemble des nodes qu'on va souhaiter allouer à celui-ci. Donc en fait, quand on regarde notre cluster, la seule chose qu'on va voir, c'est le nombre de ressources disponibles proposées par les nodes qui le composent en fait. Donc là, dans notre cas, on avait 3 nodes, sur l'exemple que je vous ai donné avant, de 16 Go de RAM chacune. Et bien au final, notre cluster, on verra que le cluster est composé de 48 Go de RAM. Donc un cluster, c'est un ensemble de nodes qui permet de former une machine plus puissante. Je vais maintenant vous parler des objets, donc ce qui nous permet de manipuler nos applications, de les mettre en service et de les faire fonctionner. Alors le premier objet, qui est l'unité la plus petite au sein d'un système Kubernetes, est le pod. Alors, il faut savoir qu'un pod possède son propre réseau interne. Un pod, en gros, ça va être un container. Un ou plusieurs containers, mais qui font tourner exactement la même application. Donc par exemple, je veux un serveur web, j'aurai un pod avec 3 fois le même serveur web, donc des réplicas, pour la haute disponibilité, mais également pour la scalabilité. Et celui-ci, donc, ces containers-ci, vont communiquer entre eux via son propre réseau, à l'intérieur de ce même pod. En best practice, un pod ne doit faire tourner qu'une seule application. Il faut savoir, donc, je vais introduire cette notion de stateless ou stateful. Donc les données présentes au sein de ce pod sont non persistantes. C'est-à-dire qu'une fois que le pod ou le container qui le fait tourner sera arrêté, ces données-là seront perdues. Il existe des solutions afin de les faire persister, je vous en parlerai un peu après. Ensuite, donc, on va parler de service. Le service va permettre au pod de pouvoir communiquer avec le reste du cluster, voire même principalement avec d'autres pods. Donc le service, ça va être en gros le service de routage de notre cluster. C'est lui qui va fournir au pod des interfaces telles que des IP, des ports ou encore des protocoles de communication. C'est lui qui va router les requêtes des pods vers l'autre pod de destination. Le fonctionnement d'un service, en gros, c'est un autre pod. C'est un pod spécifique qui lui fait tourner un service. Les données au sein de ce pod sont par défaut persistantes, elles. Donc elles sont stateful. Il ne va pas y avoir besoin de faire appel à des technologies supplémentaires pour pouvoir faire persister les données. En parlant de cette persistance des données, je vous introduis la notion de volume qui donc permet de stocker nos données de manière durable, de manière persistante. Donc il peut s'agir d'un stockage externe à notre cluster ou même un stockage interne au cluster, un disque dur qui serait disponible sur une machine. Et ce disque dur va être monté donc, dans nos pods et les données à l'intérieur de ce disque dur pourront être exploitées par les containers. Si les containers sont coupés, les pods, les données resteront sur ce disque dur et lorsque l'on relancera un autre pod qui fera appel à ce disque dur, il pourra récupérer les données qui avaient été écrites auparavant. Donc on peut utiliser des solutions externes telles que les services proposés par Amazon par exemple. Maintenant, je vais vous parler donc au niveau du déploiement de ces pods. Donc il y a 2 technologies principales, l'une qui utilise l'autre. Donc je vais commencer par la base, c'est le réplica set. Le réplica set, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'assurer que dans notre cluster, on a le bon nombre de pods qui tournent. Donc par exemple, je veux 2 pods avec 3 instances de containers à l'intérieur de chaque. Et bien il va s'assurer que les 3 containers sont bien en train de tourner, que les 2 pods sont accessibles, qu'il n'y a pas de problème. Et si c'est le cas, il va se contenter de les relancer et ça s'arrête là. Maintenant, on a le déploiement. Lui, il va nous permettre de vraiment déployer nos applications et nos réplica sets. Donc en fait, un déploiement, ça va gérer plusieurs réplica sets, tout en leur ajoutant des fonctionnalités, telles que, donc, je vous l'ai dit, du déploiement, de la mise à l'échelle, ou encore ça nous permet de revenir sur des versions précédentes si lors d'une mise à jour, par exemple, il y a eu un souci sur un pod.
Il y a une notion donc, que je n'ai pas abordée, mais qui est quand même assez importante, notamment sur les exemples que je vous ai donnés sur des applications web qu'on voudrait accéder depuis l'extérieur en fait. Donc il existe des méthodes pour accéder à des applications au sein du cluster depuis Internet. Il y a une méthode très simple, qui n'est pas forcément la meilleure, mais qui fonctionne bien et qui est facile à implémenter. C'est donc d'utiliser un reverse proxy, qui sera notre point d'interconnexion sur le cluster depuis l'extérieur, donc notre interface d'interconnexion, et lui va rediriger les requêtes que l'utilisateur souhaite, donc s'il souhaite accéder à une page web, vers le pod correspondant qui lui fournira l'interface qu'il souhaite accéder. Également, donc on a le répartisseur de charge qui est plus ou moins la même chose, donc on va avoir une interface de connexion, la seule différence que lui va permettre de répartir la charge, comme son nom l'indique, il va permettre, s'il y a un serveur surchargé, de rediriger la requête vers le serveur le moins chargé sur le moment. On peut également coupler les deux solutions, un reverse proxy qui servira d'interconnexion, qui lui redirigera sur un répartisseur de charge et qui donnera accès à la ressource la plus disponible sur le moment. Maintenant, je vous parle de la best practice, qui est un peu plus compliquée à implémenter, mais qui en soi n'est pas forcément très compliqué à comprendre. Donc c'est les ingress et les ingress contrôleurs. Donc qu'est-ce qu'un ingress? Ça va être une règle, en gros, à laquelle on va lui dire j'associe telle URL à telle application, à tel service dans mon cluster Kubernetes. Tout ça, ça se passe en interne. Je ne l'ai pas précisé avant, pour les reverse proxy et les load balancers, les répartisseurs de charge, c'est une interface qui peut être à l'extérieur du cluster, qui va rediriger vers l'intérieur. Dans ce cas-là, c'est en interne. Donc ensuite, on va avoir l'ingress controller, qui lui est un reverse proxy, mais propre à l'intérieur du cluster Kubernetes. Et lui va nous permettre donc de piloter un reverse proxy pour implémenter les ingress qu'on aura définis au préalable. Donc les technologies de reverse proxy utilisées par défaut et qui fonctionnent le mieux donc, dans Kubernetes sont Nginx et HAProxy. Pour récapituler tout ce que je vous ai dit, vous avez ici le schéma global que je vous ai présenté, qui a évolué au fil du temps. Donc, dans l'hexagone, on va trouver donc, nos nodes, qui eux vont fournir des ressources physiques à notre cluster, qui est donc l'hexagone. Au sein de ce cluster, on va avoir nos pods, qui eux font tourner nos applications, et qui communiquent entre eux via le service. Donc le service, je vous le rappelle, c'est lui qui va router les paquets entre les pods vers la destination qu'il le souhaite. C'est lui qui fournit également l'interface une IP, un port et un protocole de communication. Pour que nos données soient persistantes, on va avoir des volumes qui viendront s'attacher au sein de nos pods et que les containers pourront exploiter directement. Pour déployer ces pods, on utilise donc des deployments, les déploiements qui vont eux gérer des réplicas sets et qui vont dire tel pod est up, je le laisse, s'il lui tombe, je le relance, il faut faire une mise à jour sur tel pod, je fais une mise à jour dessus, tout en gardant up mon système le plus possible. Et afin d'accéder donc depuis l'extérieur sur mon cluster, on va avoir ici nos ingress avec nos règles qui sont définies. Et si je veux atteindre l'URL wordpress.monsystem.fr, ce sera redirigé sur le pod où j'ai mon WordPress qui est hébergé. Alors en conclusion, pourquoi Kubernetes? Donc Kubernetes aujourd'hui c'est utilisé dans beaucoup d'entreprises. Elles sont un peu réticentes par rapport à tout ce qui est technologie de containerisation, tout ça, parce que c'est assez récent et on a vu quand même qu'il y avait quand même pas mal de risques à utiliser ce genre de technologie avec des failles qui ont été découvertes assez récemment. Mais quand même, elles tendent à l'utiliser de plus en plus dans des environnements de production, notamment en utilisant Kubernetes, qui se trouve être la version actuelle, la solution actuelle la plus stable et qui fonctionne le mieux. Donc c'est principalement utilisé dans des environnements DevOps, donc ça va nous permettre donc de faire du déploiement continu, de déployer des containers à la demande rapidement et facilement afin de gérer des pipelines de production, de faire tester notre code, le déployer et enfin le mettre en production. Voilà. Donc je tiens à remercier notre caméraman Gdante Guillamé pour avoir capté cette vidéo. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez nous les laisser dans les commentaires de la vidéo. Voilà, merci.